Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves des classes de première, bonjour. Je m'appelle Napo Bandi, professeur au lycée de Toblekopi. Dès que j'ai annoncé la leçon du jour, commentaire composé, j'ai le pressentiment qu'il y a certains parmi vous qui voudraient quitter leur salon parce que la majorité des élèves redoutent cet exercice. Ils ne le font pas. Pourquoi tant de mythes autour de cet exercice? En tout cas, je vous invite à prêter une oreille attentive et vous verrez de vous-même à la fin de cette séance que cet exercice n'est pas aussi compliqué. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends de vous à la fin de cette séance que vous soyez capable de vous rappeler les instruments d'analyse du texte, de rédiger une bonne introduction, de reconnaître les contraintes de l'exercice du commentaire composé. Allons donc à l'essentiel. Le commentaire composé, qu'est-ce que c'est? Le commentaire composé, c'est une réflexion personnelle portant sur un texte. Généralement, il s'agit d'un poème ou d'un texte en prose choisi pour sa qualité littéraire. Dans un devoir écrit et soigneusement rédigé, le candidat est appelé à rendre compte de la lecture personnelle qu'il a faite du texte, c'est-à-dire la manière dont il le comprend, il le découvre et ressent ses qualités littéraires. Alors à ce niveau, je voudrais vous dire ceci. Pour réussir un commentaire composé, on ne lit pas un texte comme on lirait tout autre texte. Il faut le lire avec le cœur, il faut le lire avec les yeux, il faut le lire avec les oreilles et bien entendu avec la raison. Sinon, vous ne trouverez pas grand-chose à commenter. À présent, la structure du devoir de commentaire composé. Le commentaire composé, c'est une sorte de dissertation. Il évolue exactement comme la dissertation en 3 grandes étapes ou parties. Il s'agit de l'introduction, du corps du devoir et de la conclusion. L'introduction d'un commentaire composé. Qu'est-ce qu'elle comporte? Quelle est sa structure interne? L'introduction se présente sous la forme d'un paragraphe. Je répète, un paragraphe. Parce que nous avons coutume de voir les élèves aller à la ligne à tort et à travers. Donc c'est un paragraphe qui comporte 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la contextualisation du texte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes invité à situer l'auteur, l'œuvre, les thèmes abordés ou le courant littéraire auquel appartient l'auteur du texte. Mais le domaine de situation le plus facile à trouver pour tout élève, c'est le thème abordé par l'auteur. Parce que si vous ne connaissez pas son courant littéraire, si vous ne connaissez pas sa biographie, vous pouvez au moins, à partir de la lecture du texte, répondre à la question de quoi s'agit-il dans ce texte. La deuxième étape de l'introduction, je disais, c'est la présentation du contenu. Et cette présentation a deux volets. On présente l'idée générale et les éléments paratextuels. Et souvent, vous avez l'habitude de reprendre les éléments paratextuels de façon juxtaposée, sans aucun lien, alors qu'il faut les intégrer dans la phrase. Quand on donne la maison d'édition, l'année d'édition, on donne l'auteur, la date, vous les reprenez exactement comme ça, avec des virgules. Mais non, il faut plutôt dire le texte, publié, vous donnez la date de publication. Aux éditions, vous donnez maintenant la maison d'édition. Le troisième élément de l'introduction, c'est l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est quoi? Cela consiste à donner les différents centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, qu'on appelle encore les axes de lecture, sont proposés aux candidats dans la consigne par l'examinateur. Mais là encore, il ne faut pas répéter toute la consigne, mais dégager de la consigne, identifier dans la consigne ce qu'on appelle les centres d'intérêt, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels vous allez travailler. L'annonce du plan peut se faire à la forme interrogative ou à la forme affirmative. Vous êtes libre de choisir celle qui vous sied. La deuxième partie, c'est le corps du devoir. Le corps du devoir, c'est quoi? C'est le lieu où le candidat va développer les centres d'intérêt qu'il a énoncés dans l'introduction. Alors, je disais que le commentaire composé évolue exactement comme la dissertation. Donc, comme la dissertation a une thèse, une antithèse, une synthèse, si possible, en commentaire composé, nous avons également ces parties-là, mais nous préférons les appeler les centres d'intérêt. Alors, il ne faut jamais quitter un centre d'intérêt pour un autre si vous ne l'avez pas épuisé, parce qu'il ne faut pas alterner les éléments des centres d'intérêt ou passer, faire un va-et-vient entre ces différents éléments. Pour chaque centre d'intérêt, il faut identifier 2 ou 3 sous-centres, ce qu'on appelle encore les idées secondaires. Les centres d'intérêt constituent les différentes parties du corps du devoir, je l'ai dit. Maintenant, chaque partie comporte des paragraphes, comme en dissertation. Quand vous êtes dans une partie, il faut maintenant organiser la partie en paragraphes. Et ici, les paragraphes équivalent au développement d'un sous-centre ou d'une idée secondaire. En prenant appui sur les outils d'analyse, chaque paragraphe développe alors un argument qui justifie le centre d'intérêt et illustre par des exemples et les citations tirées du texte et appuyées par une interprétation. Comme une dissertation, je l'ai dit, les différentes parties sont reliées entre elles par les transitions. C'est-à-dire que quand je quitte le premier centre d'intérêt pour le deuxième, il faut une transition. Donc, c'est les transitions qui permettent d'assurer la cohérence entre les parties. Maintenant, le problème que vous avez généralement, c'est qu'est-ce qu'il faut analyser dans un texte. Je me souviens,
qu'à la fin d'un devoir, un élève m'a dit « Monsieur, le texte de commentaire était très intéressant, mais quand j'ai lu, je n'ai trouvé aucune figure de style. » On dirait que le commentaire composé se résume à l'étude des thèmes et aux figures de style. Mais non, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, beaucoup d'instruments. Vous vous perdez justement parce que vous n'avez pas ces instruments. On le dit bien, l'homme qui se perd, c'est l'homme qui n'a pas de repère. Aujourd'hui, nous allons vous énumérer quelques instruments qui vous permettront de rentrer dans un texte afin de le commenter. Il s'agit de la mise en page du texte. Qu'est-ce que j'appelle la mise en page du texte? Quand vous prenez un texte, il faut commencer d'abord à regarder. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des éléments visuels déjà qui vous permettent d'interpréter le texte. Est-ce que l'auteur met l'accent sur certains mots qu'il écrit en italique ou en gras? Est-ce qu'il utilise les majuscules? Est-ce qu'il dispose les mots sur la page à former ou bien à évoquer un élément? Souvenez-vous des fameux calligrammes d'Apollinaire. Le deuxième élément, c'est la ponctuation. Et avant de commenter, je vous dirai ceci. On ne commente que ce qui fait écart à la norme. C'est ça qui est intéressant en commentaire composé. Intéressez-vous à ce qui fait écart à la norme. Pour donner un exemple banal, pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de suivre le cours de français et une de vos camarades entre avec une jupe qui à peine couvre ses fesses. Vous allez voir qu'il va y avoir de réaction. Après, une autre entre avec une jupe ultra longue qui balaie le sol. Vous allez voir que ça va également susciter des commentaires. Mais si une troisième vient avec une jupe cousue sans extravagance, qui descend jusqu'au niveau des mollets, donc naturellement, vous verrez que ça se passera de commentaires. Donc dans le texte, c'est la même chose qui se passe. Intéressez-vous aux éléments qui font écart à la norme. Ceux qui sont de trop ou qui sont peu. Donc la ponctuation, est-ce que l'auteur met les virgules? Là, il faut les mettre. Est-ce que la phrase interrogative admet le point d'interrogation? Est-ce que c'est une phrase d'exclamation? Il met un point d'exclamation. C'est des éléments qui doivent vous aider à expliquer un texte. Troisième élément, ce sont les thèmes du texte. Quand j'appelle thème, ce sont les centres d'intérêt. Parce que, quoi qu'on en dise, le commentaire composé au lycée est dirigé. Donc, le commentateur vous donne des pistes ou des axes de lecture. Il faut aller dans le texte pour montrer ou pour vérifier ces thèmes. 4. Le quatrième élément, c'est l'énonciation. Dans un texte, il est très important de s'intéresser également à celui qui parle. Est-ce que l'auteur fait intervenir des personnages? Est-ce qu'il parle en son propre nom? Est-ce qu'il parle à quelqu'un qu'on peut identifier dans le texte à travers les pronoms personnels? Donc voilà quelques éléments à chercher à ce niveau. Cinquième élément ou outil, ce sont les procédés grammaticaux. Très important. Il faut là être attentif à la longueur et la structure des phrases. Est-ce qu'il n'y a pas de phrases trop longues ou des phrases tronquées? Est-ce que les phrases respectent la structure de la phrase française? Sujet, verbe, complément. Faut-il encore que le verbe admette un complément? Parce que lorsque l'auteur donne un complément à un verbe qui n'admet pas de complément,
il y a lieu également de s'arrêter et de commenter. Les modes et les temps des verbes ne sont pas à négliger, leur fréquence. Est-ce que ce sont les verbes d'action qu'il utilise en abondance? Est-ce que ce sont les verbes pronominaux, les verbes d'état? Est-ce que le texte est écrit au présent? Est-ce qu'il est écrit à l'imparfait? Est-ce qu'il est écrit au futur? Parce que vous convenez avec moi qu'un texte écrit au présent n'a pas la même valeur qu'un texte écrit au futur. Donc, interrogez-vous sur la pertinence du choix des modes et des temps des verbes. Sixième outil d'analyse que je vous propose, ce sont les procédés lexicaux. Quoi qu'on en dise, dans un commentaire composé, le mot est l'unité, la signification de base. Si vous ne comprenez pas le sens des mots, vous ne pouvez pas faire le commentaire composé. Parce que vous convenez avec moi que les mots sont, le plus généralement, on dit polysémiques. Ils ont plusieurs sens. Ce n'est pas parce que je connaissais un mot que quand je le rencontre dans un texte, je lui colle le sens que j'avais de lui. Il faut pouvoir voir, est-ce que c'est le sens dénoté? Est-ce que c'est le sens connoté? Et ce n'est qu'à partir de cela que vous allez parvenir à établir ce que nous appelons un réseau lexical, c'est-à-dire, ou un champ lexical, c'est-à-dire à montrer que tel mot et tel mot dans le texte ont un lien en commun et évoquent telle réalité. Le vocabulaire, il faut s'interroger également sur la pertinence des mots choisis. Est-ce que c'est un vocabulaire appréciatif? Est-ce qu'il est dépréciatif? Est-ce que ce sont des mots vulgaires, dévalorisants? Le registre de langue, c'est le familier, c'est le courant, c'est le soutenu. Tout ceci doit faire l'objet d'une attention particulière. Le septième élément, ce sont les procédés musicaux. Les plus connus, c'est l'assonance, l'allitération et les rimes. C'est quoi une assonance? Je vous le répète. Une assonance, c'est la répétition de sons vocaliques à l'intérieur d'un vers, d'une suite de vers, à l'intérieur d'une phrase ou d'une suite de phrases. Alors que l'allitération, c'est la répétition de sons consonantiques. Et la rime, c'est la répétition de sons à la fin de deux ou de plusieurs vers. Le huitième élément, ce sont les figures de style dont je parlais tantôt. Les figures de style sont très importantes, ça c'est vrai, parce que c'est elles qui permettent à un auteur d'exprimer sa pensée, de mieux exprimer sa pensée, sa vision particulière du monde. Alors nous avons une multitude de figures de style que nous étudions en seconde, et il faut que vous vous en souveniez lorsque vous êtes en commentaire composé. Je ne peux pas toutes les citer, mais nous avons les figures d'opposition comme l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore, j'en passe. Les figures d'atténuation comme l'euphémisme, comme la litote, comme la prétérition. Les figures d'amplification comme l'hyperbole. Les figures d'animation, c'est-à-dire qui renvoient à une image, la périphrase, la comparaison, la personnification, et j'en passe. La tonalité maintenant comme neuvième outil que je vous propose. Quand je parle de la tonalité, c'est quoi? C'est l'état d'âme que le poète ou l'auteur veut susciter en vous à la lecture de ce texte. Est-ce qu'il veut vous amener à rire? Est-ce qu'il veut vous amener à prendre pitié face au tragique qui s'acharne sur un personnage?
ou bien il veut simplement que vous admiriez les exploits d'un héros. Le 10e élément, ce sont les sens. Parce que je disais qu'on lit un texte à commenter avec tous les sens. Donc la participation de vos organes est très importante dans la compréhension et dans l'explication d'un texte. La conclusion comme 3e étape du commentaire composé. La conclusion, elle a 2 éléments fondamentaux et se rédige comme dans la dissertation en un paragraphe. Donc, ces 2 volets sont le bilan des analyses sur le plan fond et forme. C'est une sorte de récapitulation en soulignant au passage ce qui fonde l'originalité du texte. Et le 2e élément, le 2e volet, c'est l'ouverture ou l'élargissement. Là, le candidat est appelé à faire un rapprochement du texte étudié avec des auteurs ou d'autres textes qui ont abordé le même thème. Mais vous allez entendre des collègues vous dire qu'il y a 3 parties. Ce n'est pas un problème. C'est qu'ici, nous avons rattaché le 2e élément qu'on appelle l'appréciation de l'art de l'auteur. Il n'est pas aussi important que, pour moi, il n'est pas aussi important que les 2 autres que nous venons de vous proposer. À présent, nous allons nous exercer. C'est un poème que nous avons tiré de l'œuvre Paroles de Jacques Prévert, qui est étudié en classe de terminale. Vous pouvez le retrouver sur le Google aussi si vous entrez. Je vous lis le texte. Poème familial. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils? Et le fils? Qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien. Absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père fait les affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires et les affaires, la vie avec le cimetière. Alors, la consigne que nous accompagnons, c'est ceci. Dans un commentaire composé, vous montrerez comment l'auteur banalise la guerre à travers une vie de famille et condamne l'indifférence des hommes. En vous référant ou en vous appuyant sur le contenu de l'introduction et de la conclusion que nous venons de vous proposer, alors vous allez nous rédiger une introduction et une conclusion. Essayons ensemble de faire quelque chose. L'introduction, nous avions dit qu'elle comporte 3 éléments. Le contexte général. Le contexte général pour commencer. Ici, nous devons nous poser la question de quoi s'agit-il? C'est vrai que le titre du texte, c'est familial. Et effectivement, on retrouve une vie de famille avec
le père qui fait les affaires, la mère qui fait du tricot et le fils qui fait la guerre. Mais attention, la manière dont la guerre est intégrée comme un élément naturel, comme une occupation naturelle dans cette famille, doit nous amener à nous intéresser davantage à cette préoccupation qu'aux autres. Et si vous remontez le texte, vous allez voir que le texte est publié en 1946. 1946, c'est un an seulement après Hiroshima. Ça veut dire que ce texte est écrit dans le contexte de la fin apocalyptique de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième élément, c'est la présentation du texte. Alors, comme en dissertation, on vous dit de recopier le texte inducteur s'il est court. Vous voyez ici, nous sommes en face d'un texte assez long. On ne peut pas le recopier. Alors, l'élève doit faire un effort de le résumer en une phrase. Ça peut être une phrase simple, une phrase complexe, mais en une phrase de résumer l'essentiel du contenu de ce texte. Attention, c'est vrai qu'il faut partir des thèmes proposés par l'examinateur pour comprendre le texte, mais il ne faut pas répéter ici les thèmes ou les centres d'intérêt, sinon vous aurez les difficultés à annoncer le plan. Alors, nous proposons ainsi. Jacques Prévert évoque dans ce poème la monotonie d'une vie de famille malgré les désastres de la guerre. L'annonce du plan. Nous montrerons d'abord en quoi la banalisation de la guerre. Et ensuite, par des éléments du texte, nous allons illustrer ou démontrer comment le poète présente sa condamnation de l'indifférence des hommes. C'est une proposition. Vous pouvez faire autre chose. La conclusion. La conclusion, nous avons dit qu'elle a deux volets essentiels. Le bilan des analyses. Ici, ça veut dire des analyses sur le plan fond et forme. Alors, nous proposons ceci par le biais des moyens stylistiques comme la simplicité des mots, des situations et des rythmes. Jacques Prévert dénonce le conformisme d'une vie familiale qui banalise la guerre sans émotion. Ici, c'est ce que je pourrais appeler l'appréciation du commentateur. Donc, quand nous lisons ce poème, on se rend compte effectivement qu'il est à la fois d'apparence enfantine et avec une tonalité tragique. C'est une manière très directe pour ce poète et très émouvante de dénoncer les horreurs de la guerre. Vous allez voir effectivement dans ce texte que la guerre n'est pas présentée sous la forme violente qu'on la connaît. Et le dernier élément, l'ouverture ou l'élargissement. Alors, quels sont les textes que nous connaissons? Que ce soit de la littérature africaine ou française, qui se rapprochent de celui-ci. Nous pouvons rapprocher ce texte à un texte bien connu que nous étudions en classe, c'est Le Déserteur de Boris Vian. Au mémorandum d'Ankermès de notre temps, de notre compatriote Orobangana Fousseni. Alors, quelles sont les exigences du commentaire composé? Parce qu'on ne peut jamais réussir un exercice si on ne connaît pas les exigences, on ne connaît pas ce qu'il obéit.
L'objectif est de parvenir à relever toutes les richesses du texte. Pour ce faire, il faut faire une série de lectures du texte. Il faut lire plusieurs fois le texte. Rechercher les idées en passant au crible chaque élément du texte. Il faut rassembler ensuite les idées que nous avons dégagées autour des centres d'intérêt. Je l'ai dit tantôt, qu'on ne fait pas une étude pêle-mêle autour des centres d'intérêt et se référer donc aux outils, les 10 outils que nous venons de vous donner. La phase pratique de l'exercice elle-même. Dans votre devoir de commentaires composés, vous devez faire voir les qualités littéraires du texte, les intentions de l'auteur, faire découvrir le non-dit, l'implicite, le sous-entendu, les allusions. Effectivement, ce qui intéresse dans le commentaire composé, ce n'est pas ce qui est dit, ce que tout le monde peut voir à la première lecture, mais le message qui peut être caché. Il ne faut pas alterner l'étude du fond et celle de la forme. Elles se font de façon simultanée. Au même moment que je parle du contenu, je dois m'appuyer sur les éléments de la forme qui permettent d'illuminer ce contenu. Il faut éviter également de vous livrer à une discussion parfois évasive, vaine et stérile sur le hors-texte. Dans le commentaire composé, ce n'est pas l'occasion d'aller raconter votre connaissance sur un cours d'histoire, de littérature, en oubliant le texte que vous avez à commenter. Notez bien, vous devez soigner votre français et éviter les fautes de grammaire et d'orthographe. Parce que quel que soit ce que vous avez à dire, si la langue n'est pas soignée, le correcteur ne vous comprendra pas. Par convention, nous rédigeons le commentaire composé à la troisième personne du singulier ou à la première personne du pluriel. On peut accepter également le « on ». Pour éviter de faire la paraphrase, on utilise les tournures qui traduisent l'effet littéraire comme exprime, traduit, renforce l'impression, dénote, connote, etc. Évitez à chaque fois de convoquer l'auteur. Comme vous avez coutume de le faire, l'auteur dit, il ajoute, là c'est la paraphrase. Pour finir, je vous propose donc l'exercice de maison. La prochaine fois, vous allez rédiger le corps du devoir de ce poème en vous appuyant sur vos cours et des éléments qui ont fait l'objet de notre séance de révision. Alors, merci pour votre attention.